Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre série d'interviews avec les auteurs d'Arkeis et pour celle-ci je suis très heureux d'accueillir Antoine. Bonjour Antoine. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Alors on a parlé pas mal de gameplay, de choses comme ça, etc. Moi j'ai envie de te faire parler de choses qu'on n'a vraiment pas vues pour l'instant notamment. Très bien. Et je vais commencer tout de suite avec une question un peu spéciale, attention, la question surprise. Il y a un symbole assez ésotérique qu'on voit beaucoup dans Arkeis. Tu vois Un seul? Un symbole circulaire qu'on voit beaucoup. Ouais. Qui peut être éventuellement lié à un culte, Ouais, tout à fait. etc. Tu peux nous parler un petit peu de tout ça, justement, de ce fameux culte, etc. Dans l'histoire de cette campagne d'Arkeis, il y a effectivement un secret dont je ne parlerai pas, qui est enfoui et qui est gardé par un culte qui est en gros de l'époque Égypte antique, qui est encore présent au moment où on joue la campagne, donc dans les années entre deux guerres, quoi, on va dire. Ouais. Et ce culte-là, et donc le symbole dont tu parles, est une espèce de fil conducteur dans toute la campagne. Donc on va rencontrer plusieurs personnages, on va dire, et plusieurs objets liés à ce culte tout au long des épisodes de la campagne. Ouais. Ce qui permet aussi d'avoir, parce que je pense que les gens qui voient cette vidéo ont certainement vu quelques figurines déjà de monstres et autres, c'est pour ça qu'on a des humanoïdes, ainsi que des bébêtes plus que, entre guillemets, classiques. On a des cultistes, notamment, voilà, ça on peut le dire, on a des cultistes, dont on retrouvera des symboles qu'on voit sur les figurines mais qu'on verra ailleurs dans les épisodes de la campagne. Si je dis pas de bêtises, c'est ton et c'est votre premier dungeon crawler? Ouais, tout à fait, ouais. Et ça, c'est plutôt intéressant, justement, parce qu'on sait que tu as fait quelques jeux, quand même. Qu'est-ce qui t'a plu dans le fait de enfin faire un dungeon crawler? Est-ce que toi, tu joues d'ailleurs au dungeon crawler? Alors, j'y ai joué plus jeune, et j'y rejoue maintenant que j'ai un petit garçon qui commence à être à l'âge où ce style de jeu l'amuse, donc j'y rejoue. J'en ai jamais fait, on n'en a jamais fait dans l'équipe, et c'était une de notre motivation sur ce projet-là, c'est que c'est un style de jeu qui est, on va dire, un classique en jeu de société, et on s'y était pas attelé, donc c'était vraiment la super occasion de... Je l'aurais pas fait tout seul parce que toi c'est quand même un projet colossal. C'est assez ambitieux. Donc là c'était vraiment le projet rêvé pour nous, à nous quatre. On l'avait jamais fait, on l'aurait pas fait seul dans notre coin, on l'a fait ensemble, donc c'est vraiment une chouette expérience pour ça. Là-dessus, ça vous est venu facilement ou vous vous êtes dit il nous faut tel archétype? Comment vous avez en fait façonné les 4 personnages principaux du jeu? Alors je pourrais te dire qu'on y a beaucoup réfléchi, mais ça est venu assez naturellement, si je me souviens bien au début sur les persos, on a essayé de couvrir, et on est quand même dans un univers steampunk, on est entre deux guerres, donc on a essayé de faire à la fois de respecter un peu un contexte historique, mais d'avoir des persos fun ou en couleur. Donc on a vraiment travaillé entre les deux. On n'a pas trop galéré là-dessus, si je me souviens, c'est venu assez naturellement. On avait nos personnages principaux. Là-dessus, ça allait. En fait, sur tout ce qui était écriture, on n'a pas tant galéré que ça. C'était vraiment sur le côté, les dungeon crawlers, il y en a plein. Il faut qu'on trouve des trucs pour que celui-là soit différent. Comment tirer son épingle du jeu parmi tout ça? C'était vraiment la réflexion qui a un peu drivé tout le long de la conception. L'un des points sur lesquels vous êtes peut-être, je pense, justement appuyé, c'est cette modularité. Alors c'est peut-être pas commun d'avoir des jeux qui sont en 3D, on va appeler ça en 3D avec du relief. Ça, la motivation, c'était ce que vous aviez peut-être éventuellement fait quand vous avez travaillé sur les scénars de Monster Slaughter. Qu'est-ce qui vous a plu en fait là-dedans? Je pense tous, c'est souvent très plat en fait les jeux de société. Et moi j'ai toujours aimé quand on bosse en 3D. Donc par exemple, avec Ludovic Maublanc, on a bossé sur des jeux où la 3D est très très importante, comme Rampage par exemple, des choses comme ça, où on voulait jouer avec la 3e dimension. Et là, on voulait quand même un jeu narratif et immersif, et le fait de mettre du relief sur la table, c'était vraiment pareil. À nouveau, c'est un truc qu'on voit pas dans tous les dungeon crawlers. Il y en a beaucoup, c'est des tuiles plates. Donc c'est en termes de gameplay avec des portes. Donc en termes de gameplay, c'est pas forcément un apport colossal, mais par contre en termes d'immersion et de narration, on trouvait que c'était vraiment sympa pour ce jeu-là. Et puis c'est toujours beau sur une table quand on est en salon, on s'arrête pas mal pour voir ce qui se passe. Il y a un côté catchy qui joue forcément. Il y a un truc qu'on n'a pas encore mentionné, on visite bien entendu l'Égypte. Mais le jeu va aller un peu plus loin que les pyramides, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des choix que vous avez fait à ce sujet? Tu peux même dévoiler quelques trucs si tu veux. D'accord, ok. Ça, la même logique en fait. L'Égypte, tout le monde connaît, c'est vraiment le thème d'archéologie qui parle à tout le monde, mais qui en même temps a été déjà vu. Donc à nouveau, quand on a réfléchi au début de la conception du jeu, on a cherché il nous faut aussi un angle d'univers, pas seulement de gameplay, un angle d'univers qui soit différent. Et rapidement, on est tombé sur le steampunk, qui est un genre littéraire qu'on aime beaucoup, que moi j'aime vraiment beaucoup, qui n'a pas été
tant utilisé que ça en jeu de société. Alors, il y a eu plus en jeu de rôle. Ouais, en jeu de rôle, et puis il y a eu un courant littéraire mais c'est vrai qu'en jeu de société, ça n'a pas été très utilisé. Et à un moment, en brainstorming, on s'est dit, en fait, il y a toujours eu des espèces de légendes autour de la construction des pyramides. On n'est encore pas complètement sûr de comment ils ont déplacé tous ces blocs. Et on s'est dit, si en fait on le sait, c'est parce qu'ils avaient la machine à vapeur. Donc forcément, ça rend les choses beaucoup plus simples et ils l'ont fait comme ça. Et notre point d'entrée, on va dire, sur l'univers et après, du coup, sur la narration, c'était de dire, les Égyptiens en fait maîtrisaient la vapeur, qui s'est perdue plus tard qui a été retrouvée que au 19e siècle par nous autres Européens. Mais voilà, c'était vraiment notre angle d'attaque. Donc, à nouveau, on s'est dit, on fait un dungeon crawler, il nous faut quelque chose qui est spécifique au niveau de la narration, quelque chose qui est spécifique au niveau du gameplay, et si possible, quelque chose qui est un peu spécifique et marqué au niveau de l'univers. Donc c'est ce mélange Égypte antique et, on va dire, technologie vapeur 19e, quoi. Et puis ça vous permet aussi, je vais parler un petit peu notamment du Zeppelin qu'on avait, je crois, mentionné dans le journal d'expédition. On voit cette BLU, ça permet aussi de vos explorateurs de se déplacer plus facilement. Oui, ça nous permet de justifier des choses pour enchaîner les scénarios et que la narration fasse sens. D'où peut-être. Du coup, on s'en est servi de facilitateur aussi pour l'histoire. Donc c'était vraiment gagnant-gagnant. Ça tombait bien. Ça nous faisait à la fois on va dire une spécificité d'univers, et en plus ça nous permettait de justifier logiquement des enchaînements narratifs qui auraient été peut-être un peu plus tirés par les cheveux si on n'avait pas eu cette technologie pour les justifier, quoi. Et puis de pouvoir aussi pour une fois peut-être sortir à l'extérieur des fameux donjons. C'est pas toujours on peut en parler si tu veux. On ne joue pas qu'en intérieur en fait, effectivement il y a pas mal de déplacements qu'on peut faire comme ça, et effectivement il y a des parties, alors il y a des pyramides bien sûr, il y en a. Mais sur l'ensemble des scénars, on n'est pas à 90% de pyramides, quoi. C'est plutôt réduit. Les pyramides sont des moments clés, mais des fois on est à l'extérieur et effectivement il y a des transitions entre les scénarios qu'on utilise avec ce fameux Zeppelin qui nous sert de vecteur de scénario à scénario. En fait. Zeppelin qu'on va prendre justement après chaque mission. On a un petit peu parlé des phases interstitielles avec tes camarades. Un truc dont on a aussi parlé, c'est ce fameux système de tentes, de campement. Donc je pense qu'on l'a plus ou moins bien expliqué. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir une vidéo précédente. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des tentes? Qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver? Alors sans nécessairement tout expliquer, mais est-ce que tu peux nous citer 2-3 tentes pour que les gens comprennent un petit peu ce qu'on va pouvoir faire dans ce fameux campement? Principalement en termes de gameplay, on va avoir accès à des nouvelles tentes qui sont des autocollants. On aura une double page sur laquelle on voit notre Zeppelin et on aura notre campement, et au fur et à mesure de la campagne, on va rajouter des tentes sous forme d'autocollants. Donc il faudra les débloquer, il faudra pouvoir les payer, et chacune aura son petit effet. Par exemple, tu vas avoir une tente, un herboriste qui va te permettre, entre deux scénars, de concocter des potions qui vont te permettre soit de guérir, soit de bénéficier d'une relance. Donc il y aura des effets comme ça qui seront des effets qui vont t'aider en cours de scénario. Et il y a aussi des tentes qui vont t'aider entre les scénarios. Par exemple, tu vas peut-être pouvoir revendre du matériel au bout d'un moment, parce que tu vas dire j'avais ce superbe objet, mais celui-là est encore mieux, donc je vais revendre l'ancien, ce qui va me permettre de recycler. Tu vas avoir accès, donc comme on est en campagne, les personnages vont évoluer, tu as un deck d'expérience par personnage. Au début, tu auras accès qu'à des petites améliorations d'expérience, puis il y a une tente qui va te permettre de débloquer un nouveau niveau de carte et des cartes expérience un peu plus fortes, donc ça peut être ça. Donc tout ça va arriver petit à petit. Et ça ne sera pas automatique, il faudra faire des choix. Selon comment tu gères un scénar, il y a peut-être une tente que tu vas pouvoir gagner ou pas, selon comment tu as géré. Et tu n'auras pas forcément l'argent et la place de tout mettre dans ton campement. Donc il y a un mini-jeu de gestion qui se passe ici, qu'on va faire en coop, qui est non, à mon avis, il vaut mieux qu'on prenne celle-là. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, je pense qu'il faut qu'on paye celle-là, et ainsi de suite. Donc il y a une toute petite phase de gestion entre les scénarios. Ce qui permet aussi aux gens de personnaliser leur expérience et éventuellement, s'ils veulent refaire Si tu rejoues, du coup, tu ne vas pas faire les mêmes choix à ce moment-là. Donc, tu vas limite faire exprès d'aller voir d'autres tentes. Moi, c'est ce que je ferais. Du coup, tu peux tester d'autres choses. Alors c'est intéressant que tu reparles de ça, parce que si on dézoome un peu sur ce qu'on dit, il y a tout ce système de sauvegarde, d'évolution de personnages, etc., dont on a déjà beaucoup parlé. Par contre, il y a un truc aussi qu'on avait mentionné, je crois que c'était avec Théo, c'était au niveau des traumas, qui est aussi quelque chose qu'on garde. Alors on parle d'amélioration, etc. Là, c'est bien sûr plus du négatif qu'on va aussi garder d'un scénario à l'autre. Par contre, on n'a absolument pas parlé des traumas psychologiques. Disons qu'on a deux catégories de traumas, ceux qui vont venir interagir avec les 4 actions de base, se déplacer, fouiller, combattre, etc. Et les traumas psychologiques, tu peux nous en dire un peu plus, comment ça va se matérialiser en jeu? Alors ça sera aussi des cartes, c'est un type de trauma particulier qui ne sera pas dans de mémoire dans les 2 premiers épisodes, qui arrivent plus tard et qui vont apporter de nouvelles contraintes. À nouveau, c'est des traumas, donc ça ne sera pas positif.
Et ils sont un peu plus difficiles à soigner aussi, parce que bon, voilà, c'est plus facile de guérir le corps que l'esprit, on le sait. Ouais. Donc voilà, donc il y aura, voilà, c'est un nouveau type de trauma qui arrive en cours de jeu et qui est légèrement différent dans son fonctionnement en termes de gameplay. Ok, bah, je pense que les gens vont avoir hâte d'être traumatisés psychologiquement par le jeu. Exactement. Bah, merci en tout cas pour ces réponses. Avant de te laisser repartir, j'ai quelques petites questions surprises. Je pense que tu dois savoir que ça arrive maintenant. Attention, il y a soit un serpent, soit... Ah non, c'était un scorpion tout ça. Voilà, je te laisse prendre celle de ton choix. Et puis je pense même qu'on va les finir. On les finit. On reste plus beaucoup. Ouais. Tu veux que je lise la question ou tu lis la question? Tu peux lire la question, ouais. Quel est ton artwork préféré? Ouais. Tu vois, c'est la question totalement je sais pas s'ils l'ont vu, subjective. Écoute, au pire, on... J'aime vraiment beaucoup la vue de loin des pyramides avec la pointe en doré. Celle-là est vraiment très classe. Il y en aurait d'autres, c'est la première qui me laisse en tout cas. Ah bah, n'hésite pas si t'en as d'autres. En tout cas, c'est vrai que c'est une image qui laisse voyager, quoi. On a envie d'en voir plus, quoi. Et puis ce golem aussi, là. Ce golem mécanique que j'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'il vous plaît à tous. C'est chouette. Ok, on va continuer. Bah, écoute, allez, je te laisse prendre les deux dernières et puis on va les enchaîner. Comme ça, je vais la préparer. Ah bah voilà, mais quel est ton monstre préféré? J'ai un peu anticipé. Et ben voilà, tu vois. C'est le golem, forcément. Le golem, forcément. C'est une espèce d'emblème steampunk. Je suis un gros fan de steampunk, donc j'ai un petit coup de cœur pour ce golem. Quoi. Puis il a aussi des caractéristiques en jeu qui sont un petit peu, on va dire, juste différentes. Il y a un petit gameplay qui est... C'est ça. On a essayé sur les monstres spéciaux. Je sais pas si t'en as parlé, mais on a essayé d'avoir un... À nouveau, c'est pas qu'un jeu. On ne bastonne pas forcément tous les monstres. On a essayé de trouver des twists pour que ce soit pas. On n'est pas dans un dungeon Medfan où on doit absolument taper les monstres à la hache, quoi. Ouais. Donc voilà, notamment le golem, quand on le rencontre, il y a une espèce de petit twist mécanique. Ça reste mon préféré. Et ensuite, pour la dernière, du coup. Quel est le meilleur objet du jeu? Ah, ça c'est dur. On en a fait tellement en plus, je mélange un peu les objets. Donc dans les objets, ce que moi j'appelle les artefacts, qui sont les objets qu'on débloque en cochant dans le journal. Il y en a 2-3 qui sont vraiment, où on s'est un peu lâché, qui sont vraiment, il y en a des très steampunk. Alors je ne vais pas le nommer parce que je veux pas gâcher, mais il y en a un très steampunk qui est une arme. Là, on a à nouveau, je disais tout à l'heure, on pouvait passer sans bastonner. Là, c'est un objet baston pur et dur, mais steampunk que j'aime beaucoup, mais je peux pas donner le nom. On le mettra. Les gens quand ils l'ont, tu le fous, on le floutera, tu vois. Comme ça vous aidera absolument pas à avoir de temps. C'est très bien comme ça, je spoil pas. Impeccable. Ok. Bah écoute, merci encore pour ton temps. C'était vraiment intéressant de voir ta vision des choses et du travail sur Arceus. Et puis bah nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et pour la campagne Arceus. Merci à vous.